À la base, j'ai un gros problème avec mon image. J'ai eu un gros avant-après sur mon audience quand j'ai enfin mis des photos de moi sur LinkedIn. Mais je suis assez convaincue qu'il y a quand même de l'ego dans l'entrepreneuriat. On est beaucoup d'entrepreneurs à avoir une petite revanche. En fait, t'as une stratégie, moi que j'appelle la stratégie hélicoptère. Et là, tu crées cet effet, elle est partout. Aujourd'hui, on te voit, on pourrait se dire, bah non, mais c'est bon, je vais faire pareil. Et en fait, c'est gros biais des personnes qui se lancent, c'est de se comparer à des gens qui sont là depuis 5 ans, quoi. Ne comparez pas votre intérieur avec l'extérieur des autres. Vous pouvez voir quelqu'un qui est successful aujourd'hui ou qui semble l'être, mais vous voyez pas tout le taf qu'il y a derrière. Vous voyez son post, il a 200 likes, mais ça se trouve ça fait 3 ans qu'il essaye de les avoir, ces 200 likes. On sait pas en fait. Ce qui est inquiétant dans ce monde, c'est que les gens intelligents sont pleins de doutes, alors que les gens stupides sont pleins de certitudes. Avant de commencer cet épisode avec Juliette, j'ai une annonce importante à vous faire. Mon podcast Bonne Réputation devient partenaire de Time, qui est le logiciel de facturation gratuit le mieux noté du marché. Et je suis ravi de collaborer avec eux. Pourquoi c'est une bonne nouvelle ? 3 raisons. 1, je suis utilisateur Time qui me fait gagner des heures sur mes devis et mes factures. Ils ont aussi un compte pro pour les indépendants. Ils ont aussi des outils intégrés pour les experts comptables. Je le recommandais déjà à tous mes potes, freelance, entrepreneurs, et donc je suis ravi de pouvoir vous le recommander à vous tous. 2, c'est un soutien financier pour la production de ce podcast, notamment pour les frais de location de ce studio ou les frais de montage vidéo. 3, on partage la même mission avec Time. Leur mission, c'est de simplifier l'accès à l'entrepreneuriat en proposant une aide concrète et bienveillante sur les devis et la facturation. Ma mission avec Bonne Réputation, c'est la même, en apportant une aide concrète et bienveillante sur la communication. Pour boucler la boucle, Juliette, mon invitée du jour, est ambassadrice de Time. Concrètement, ça veut dire qu'il y a leur logo qui s'affiche en bas de l'écran pendant l'épisode, et je vais mettre aussi leur lien en description de l'épisode pour toutes celles et ceux qui veulent gagner des heures sur leur facturation et leur devis. Salut Juliette. Hello Mathieu. Bienvenue sur Bonne Réputation. Merci beaucoup. Merci à toi d'avoir accepté de prendre ce rendez-vous vendredi soir. On est au bout de la semaine, c'est le dernier petit effort, mais on est motivé. Non, trop cool que tu sois là, franchement merci, parce que c'est important pour moi de faire cet épisode, parce qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent ce podcast qui soit se lancent, soit sont indépendants ou entrepreneurs déjà très experts dans leur domaine, mais se sont pas lancés sur la partie visibilité, ont eu un peu peur de prendre la parole et sentent parfois qu'ils n'ont pas forcément la visibilité qu'ils méritent. Et ce que je trouve super intéressant et remarquable dans ton parcours, parce que ça fait un moment que je te suis, c'est que je sais que tu es passé par la case freelance indépendante, que depuis un peu plus d'1 an, tu es passé en mode agence. Exactement. Là d'ailleurs, ça pourrait être intéressant de comprendre pourquoi tu as fait ce virage, qu'est-ce que ça représente, etc. Et en fait, surtout, tu as fait tourner ton entreprise, ça je crois que c'est ce que tu disais dans un post, pendant plus de 3 ans sans construire d'audience. Non, ok. Et que du coup, tu étais déjà expert dans ton domaine, mais pas forcément du coup avec la visibilité que tu as aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est le cas de beaucoup d'experts en fait, et ça crée pas mal de frustration. Et que quand tu as construit une audience, c'est ce que tu disais dans un post il y a pas longtemps, tu as pété ton plafond, dans le sens où aujourd'hui, tu as des gens qui viennent directement à toi. Tu as même parfois du mal, je crois, à traiter toutes les demandes entrantes. Tu racontais récemment que tu n'as plus besoin de te présenter dans un entretien de vente. Enfin, voilà. La plupart, pas tous. Et ça, mais c'est déjà bien d'avoir la plupart où tu te présentes plus. Et enfin, voilà. Plein d'avantages, plein de choses qui font qu'il y a un avant, un après, où tu as construit ton audience, tu as communiqué. Et j'aimerais bien comprendre au cours de cet épisode comment tu as fait pour faire péter le plafond, puisque ça s'est pas fait du jour au lendemain. Mais avant, je vais te laisser te présenter, toi et ton activité. Merci beaucoup Mathieu. Déjà, merci de me recevoir. Je suis très contente d'être là. Donc moi, je suis Juliette Cadeau. J'ai créé mon agence de communication qui s'appelle Cadeau, puisque quand on a un nom comme ça, autant en profiter. C'est clair. Donc c'est une agence de communication qui fait de la stratégie de contenu. En gros, c'est comment atteindre ses objectifs business grâce au contenu. Donc on fait des stratégies, de la création de contenu, de la formation et du coaching autour effectivement de ce qu'on appelle l'inbound marketing. Et aujourd'hui, donc je suis sur un format agence comme tu le disais. J'ai pas encore de salariés de manière officielle, mais je travaille avec 5 personnes maintenant de manière récurrente qui sont des freelances. L'idée est d'embaucher une de ces freelances là bientôt, ce début d'année, je pense que ça devrait être fait, et d'onboarder de plus en plus de personnes parce que j'ai de plus en plus de besoins moi aussi, ça se développe assez rapidement. Ok, et pour terminer on plante le décor là sur l'agence et ton activité, toi ça fait combien de temps tu génères peut-être t'es pas obligé de parler de ton chiffre d'affaires, mais tu accompagnes combien de clients pour qu'on se rende compte un peu de... Alors, parler de combien de clients, c'est un peu compliqué de te répondre parce qu'en fait, j'ai des offres assez éparses et ça, peut-être qu'on en parlera aussi, mais j'ai plein d'offres différentes parce que je suis quelqu'un de
profondément polyvalents et qui aiment ça. Donc je suis pas du genre à dire mono-offre, niche, etc., même si je sais qu'on peut péter des plafonds avec tout ça. Mais en gros, en 2023, j'ai fait à peu près tout petit peu moins de 200 000 € de chiffre d'affaires. Et pour le coup, ton autre question, c'était ce que je faisais avant. En fait, moi, ça fait 5 ans que je suis indépendante. D'accord. J'ai commencé, là on est le 19 janvier, je crois. On est le 19 janvier 2024, bien joué. Voilà, n'est-ce pas? Et ben le 29 janvier, ça fera 5 ans que je suis indépendante. Donc j'ai créé ma micro-entreprise le 29 janvier 2019. J'ai fait un tout petit peu moins de 4 ans de micro-entreprise avant de lancer mon agence, effectivement, en 2022, donc en octobre 2022. Ok. Et là, c'est plus une micro-entreprise, t'es passé en société. Exactement, c'est une SARL, ouais, tout à fait. Ok. Et pendant 4 ans, tu dis que t'étais pas en agence, dans le sens où t'étais vraiment toute seule. Exactement. Et là, ça fait un peu plus d'1 an que tu bosses avec des gens. Ouais, exactement, ouais. Ok. Tout à fait. Et j'ai fait l'erreur de sous-traiter en étant en micro-entreprise, ce qu'il ne faut pas faire. Je l'ai fait aussi. C'est au moment où tu es à un moment charnier, tu sais pas exactement comment ça fonctionne, etc. Mais tu as besoin d'aide. Donc, mais effectivement, c'est des gens avec lesquels j'ai travaillé. En fait, j'ai monté aussi ma société parce que j'avais besoin de déléguer, en fait. Et pour ceux qui ne savent pas, c'est pas intéressant fiscalement de déléguer en micro-entreprise. En fait, la micro-entreprise est faite de sorte que ce soit facilité en termes de fiscal, URSSAF, charges, etc. Mais on ne peut pas déduire de charges. Donc, ce n'est pas fait pour ça, en fait. Et oui, on te taxe sur le chiffre d'affaires et pas sur les bénéfices. Voilà. c'est très, très dommage si tu délègues beaucoup. Mais ouais, c'est important d'avertir là-dessus. Ok, et avant 2019, pour comprendre un peu, toi, tu as fait quoi? Tu viens du monde de la com ou pas du tout? Pas du tout. Alors, déjà, à la base, moi, le seul diplôme que j'ai, c'est un diplôme de stylisme. Donc, rien à voir. J'ai eu ce diplôme de stylisme en 2014. J'ai commencé ma carrière dans la presse en tant que responsable de la rubrique mode d'un magazine féminin, web magazine. Donc, c'est comme ça que j'ai appris les rudiments du contenu web, articles, podcasts. Et même à l'époque, là, maintenant, ça a été racheté, donc c'est un peu plus structuré. Mais à l'époque, c'était un magazine qui a une très très belle visibilité, mais petit en termes de taille, d'équipe, etc. Et en fait, pour ceux qui ne savent pas, c'est mademoiselle.com. Et en gros, chez Mad, au début, quand j'y étais, on touchait un petit peu à tout parce que c'était un petit magazine et puis nous, on avait même la volonté aussi de le faire. Donc parfois, on s'occupait aussi d'écrire les textes qui vont accompagner nos articles pour les promouvoir sur les réseaux. Oui. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à toucher un petit peu au contenu, quel qu'il soit sur le web. Donc, articles qui est évidemment le gros de mon sujet, mais aussi SEO parce qu'il fallait bien que les articles soient trouvés, qu'on ait ce trafic-là. YouTube, un podcast, réseaux sociaux, etc. Et après, j'ai bifurqué dans une agence qui appartenait à un grand groupe. Et donc, je suis restée pendant 2 ans et c'est là où j'ai appris la com. Ok, ben merci pour le petit récap. C'est marrant, moi, ces histoires d'articles SEO, là, moi, j'ai un peu commencé un peu par hasard comme ça aussi en 2011, un stage dans une start-up où ils avaient plusieurs sites internet, mais notamment ils faisaient de la vente de câbles HDMI. L'une de mes tâches de stagiaire consistait tous les matins à écrire 4 articles, mais 4 articles nuls sur les câbles HDMI et à les poster. En fait, on appelait ça des communiqués de presse. Et c'était posté sur des blogs et ça permettait effectivement de faire du référencement SEO. Je crois que ça marche plus trop maintenant de faire des communiqués de presse à l'appel comme ça, mais voilà, j'ai fait ça sur les câbles HDMI et je me dis que tu as de la chance d'être dans un domaine un peu plus intéressant, je pense, la mode. Mais ok, mais merci. Avant de comprendre un peu comment t'as fait tout ça, j'aimerais avoir une petite photographie de ton audience, si t'es d'accord, pour comprendre, pour les gens qui nous écoutent, où t'en es en ce moment. Est-ce qu'on peut avoir à peu près les chiffres de où est ton audience et combien de personnes ça représente? Alors, je suis sur LinkedIn, sur Insta, sur TikTok et en newsletter. Et du coup, sur LinkedIn, ça représente presque 27 000 personnes aujourd'hui. Sur TikTok, on a dépassé les 40 000. Sur Insta, on est un peu plus de 20 000. Et sur la newsletter, ça fait 5 000 à peu près. Donc, peu ou prou, 90 000 personnes à peu près. Peut-être un petit peu plus. Je suis très mauvaise en maths. La barre des 100 000 est bientôt, passée. Ok, très cool. Waouh, c'est monstrueux. C'est énorme. Je pense qu'il y a beaucoup de taf derrière. Et du coup, on va déconstruire ça un peu à l'envers. Avant de comprendre le pourquoi du comment, je voulais tout ça a pris du temps. Je voulais comprendre en fait
un peu en vue du survol. On creusera après les décisions qui t'ont fait, les différentes décisions au fil de la construction de ton audience qui t'ont fait péter le plafond, qui t'ont fait passer tes paliers, tu vois. Si on les résume chronologiquement ou pas d'ailleurs. Le fil des décisions, alors j'ai cru que tu allais me lancer sur une autre question parce que c'est quand même un tout petit peu vague, mais je vais y arriver. Alors en gros, le fil des décisions, la première, c'est de me mettre, en fait, d'arrêter d'être un cordonnier mal chaussé. Ouais. Et de me mettre à communiquer pour mon entreprise. Puisque, en fait, au moment où je me lance sur LinkedIn, on est toute fin 2021, tout début 2022. Et en gros, moi, j'ai un gros client à cette époque-là qui représentait pratiquement 70% de mon chiffre d'affaires, qui internalise le poste que j'occupais en free. En gros, c'était une mission qui, à la base, devait durer 3 mois. Ça durait 2 ans, à raison de 2 à 3 jours par semaine. Évidemment, c'est qu'il y a un besoin. Donc, le client, il internalise au bout d'un moment, tu vois. Ouais. Donc, nous, on s'est quittés évidemment bons amis, il n'y a aucun problème là-dessus. Et mais moi, je me retrouve quand même un peu sur le carreau. Et ça, c'est une erreur commune. Si vous êtes free, je vous le déconseille de compter que sur un seul client, même si ça peut paraître confortable. Il y a beaucoup de gens qui retournent au salariat pour ça. En fait, j'avais l'exemple d'un ancien collaborateur, Arnaud, si tu me vois, je te fais des bisous. En gros, lui, il avait pris un taf salarié parce qu'il était indépendant, il était super bien, mais il avait qu'une seule grosse mission d'un seul client. Et en fait, il venait d'être papa. Et du coup, il a dû prendre en fait un job salarié en 4e vitesse, alors qu'il kiffait être indépendant, en fait. Mais parce qu'en fait, il avait qu'un seul gros client, quoi. Ouais. Et toi, tu communiquais pas en fait pendant que tu avais ce client-là. Ni communication ni prospection. Pendant 3 ans, j'ai fait vivre mon entreprise sans communication, sans prospection. Et du coup, donc je me suis mis à communiquer sur LinkedIn comme ça. Donc là, c'est la première étape. La deuxième étape, ça a été de lancer ma newsletter. En fait, donc ça, c'était là, on se ramène en septembre 2022. J'ai aucune idée de pourquoi je l'ai fait. Si, je crois qu'avec Mélissa, on avait commencé à parler, donc Mélissa Osmani, qui est déjà passée dans cet épisode. Bonjour. Bonjour Mélissa. Je crois qu'on avait déjà un peu prévu de parler, de commencer à faire une formation accélérée. Donc, on fait un bootcamp, en fait, qui est une formation accélérée pour apprendre à des entrepreneurs à utiliser LinkedIn pour attirer leurs clients. Et on avait déjà commencé à en parler. Et j'ai cru que je crois que c'était dû à ça, ou alors c'était parce que je voulais mettre d'autres offres et je savais que c'était un canal d'acquisition beaucoup plus facile. C'est-à-dire que les gens qui te lisent en newsletter, c'est des gens qui sont déjà pas mal convaincus par tes services. Donc, c'est plus facile, en fait, de vendre via une newsletter que via un post LinkedIn qui peut être un peu montré au tout venant, quoi. Donc, j'ai lancé ça en septembre 2022. Et pour Insta et TikTok, ça a été lancé, et c'est là où, effectivement, ça n'a pas pris de temps sur Insta et TikTok. C'est que ça a été... on l'a lancé qu'en mai, là. Mai 2023. Avec Clément, qui est aussi passé sur ce podcast. Bonjour Clément. Oui. Et en fait, donc ça date du mois de mai 2023. Et quelle a été la décision ? Eh bien... chaque année, juste avant, chaque année, tu as lancé un truc. Tu avais lancé LinkedIn 2021, newsletter 2022 et 2023 TikTok, Insta. Ouais, donc quand même, il y a du temps entre. Hein. Alors moi, c'est un conseil que je donne absolument à tout le monde parce que j'ai souvent des clients ou des prospects qui me disent « Ouais, je vais être sur LinkedIn, sur TikTok, sur Insta, je vais faire une newsletter, je vais faire un podcast. » Et en fait, je leur dis « On se calme. » Et en fait, je leur dis « On peut tout faire. » Mais pas tout en même temps. Exactement. C'est pas soit tu prends la décision maintenant et t'as tout, soit tu prends la décision après et du coup c'est gravé dans le marbre et tu pourras jamais l'avoir ton podcast. En fait, tu peux très bien commencer par un seul canal de communication, et après tu en lances un 6 mois après, 9 mois après. Rien ne l'empêche en fait. Mais il faut pas, à chaque fois où on se dit qu'il faut tout lancer en même temps, c'est la pire façon de le faire parce que tu vas être moyen partout, voire nul partout. Et en plus, tu risques de t'épuiser. Parce que si tu penses que le contenu prend du temps, rajoute 20% par rapport à ce que tu pensais que ça te prendrait comme temps. C'est extrêmement chronophage. Et donc voilà, donc effectivement, j'ai laissé du temps entre deux. Mais pour les vidéos sur TikTok et Insta, il faut savoir que ça s'est fait un peu par hasard, entre guillemets. En fait, c'est un peu Clément qui m'a poussé. En fait, avec Clément, on est potes et il avait réfléchi à cette offre. Il m'appelle un matin, il me dit « Juju, il faut que je te parle d'un truc, etc. » Il m'appelle, il me décrit le truc et je lui dis « Clément, c'est génial ton truc. » Et évidemment, il me propose. Moi, Clément, tu sais très bien le problème que j'ai avec mon image parce que j'ai un gros problème. Là, je me soigne et ça va de mieux en mieux. Mais à la base, j'ai
un gros problème avec mon image. J'ai eu et on en parlera sûrement, mais j'ai eu un gros avant-après sur mon audience quand j'ai enfin mis des photos de moi sur LinkedIn, etc. Parce que sinon, en fait, pendant pratiquement 1 an, je n'ai jamais publié une seule photo de ma tronche sur LinkedIn. C'était que des textes ou des carousels. Pratiquement 1 an. Je te dis, 9-10 mois, quelque chose comme ça. Non, presque 1 an, parce que j'ai commencé vraiment en janvier 2022. Et une des premières photos de moi que j'avais montrées, ça devait être en décembre 2022. Donc presque 1 an. Et du coup, je dis à Clément, super idée, mais pas pour moi. Parce que je m'accepte pas en photo, alors en vidéo, t'imagines bien, etc. etc. Et du temps passe, et il commence à lancer son truc, et c'est trop bien, avec Caroline Mignot, etc. Tu vois. Et en fait, il s'avère qu'à côté de ça, je suis en train de monter une 3e entreprise. Et mon associé sur cette entreprise me dit « Juliette, il faut qu'on fasse des contenus vidéo pour vendre. Il faut que tu oses faire des vidéos, etc. » Machin. Il m'a dit « Je vais te pousser. » Il sait très bien aussi mon rapport avec mon image et tout. Je lui dis « Écoute, Niall, ok, je te suis, je te fais confiance. Je fais en revanche. Je ne peux pas te dire oui à toi pour faire des vidéos alors que j'ai dit non à Clément. Ouais. Donc je fais d'abord des vidéos avec Clément et après on verra. » Et c'est comme ça qu'en fait j'ai rappelé Clément et je lui ai dit écoute, j'y vais mais j'ai peur. Et en fait c'est comme ça qu'on a lancé et voilà. Et puis on a fait les tournages et puis ça a bien fonctionné. Et j'ai l'impression que ça a bien fonctionné parce que tu as dit que tu avais 20 000 followers sur donc c'est sur Insta et TikTok, c'est ça les vidéos exactement, ouais, tout à fait, c'est les mêmes vidéos mais c'est pas exactement le même public. Il y a certaines qui pètent sur TikTok et d'autres pas du tout sur Insta, et l'inverse aussi. Et du coup ouais, un peu plus de 20 000 sur 21 tu vois sur Insta et un peu plus de 40 sur TikTok, je crois 42, 43, quelque chose comme ça. Et ce qui est bien, c'est que la vidéo, c'est un format qui est en train d'arriver très fort sur LinkedIn, en tout cas si c'est bien fait. Bien sûr. Si c'est bien fait, c'est génial parce que ça ajoute pas mal de proximité, de confiance et tu le fais très bien. C'est gentil. Mais justement, c'était aussi un peu le sens de ma question. Merci beaucoup pour les étapes parce que c'est important de dire qu'on ne peut pas être bon partout en même temps. Donc les canaux, c'est un par un et attendre d'être bien rodé avant d'y aller partout. Parce que là, c'est facile. Aujourd'hui, on te voit. Et on pourrait se dire, bah non, mais c'est bon, je vais faire pareil. Et en fait, c'est gros biais des personnes qui se lancent, c'est de se comparer à des gens qui sont là depuis 5 ans, quoi. C'est ça, c'est en fait, on en parlait tout à l'heure avec les bootcampers, avec Mélissa, on leur disait, en fait, ne comparez pas votre intérieur avec l'extérieur des autres. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez voir quelqu'un qui est successful aujourd'hui ou qui semble l'être, mais vous voyez pas tout le taf qu'il y a derrière. Si ça se trouve, vous voyez son post où, je sais pas, il a 200 likes, mais ça se trouve, ça fait 3 ans qu'il essaye de les avoir, ces 200 likes. On sait pas, en fait. Et c'est pour ça qu'il faut effectivement faire l'un après l'autre. C'est hyper important, même comme tu le disais très bien, Mathieu, c'est aussi le fait de se roder, en fait, tout simplement, d'avoir sa routine, etc. Et d'être OK, bon, bah c'est bon, je maîtrise bien, machin. Maintenant, je peux passer à l'étape d'après. Et l'histoire, du coup, maintenant qu'on a un peu on connaît un peu l'historique et ça a pris du temps, bah, tu parles de... La question, c'était aussi, du coup, quels sont, avec le recul, au-delà de je lance les leviers un par un, les trucs qui ont fait que ça a marché. Parce qu'en fait, tu peux aussi mettre beaucoup d'efforts et que ça marche pas. Bien sûr. Toi, ça a bien marché. Et toi, ce que tu dis, c'est qu'il y a un truc, c'est qu'à un moment, tu as accepté de montrer ta tête. Alors, ça marche. C'est un truc. Ça fonctionne. Alors, ça c'est ce qui a vraiment fait plus exploser sur LinkedIn, mais au moment où je l'ai fait, je suis partie avec 700 abonnés sur LinkedIn, tu vois, parce que j'avais déjà un compte, et du coup, tu sais, c'était les 700 relations que j'avais, anciens profs, anciens camarades d'école, voilà, etc., les potes, tout ce que tu veux. Et quand j'ai mis ma première photo, je devais être à, je sais pas, 7000, un truc comme ça, tu vois. Donc ça a fonctionné avant, hein, quand même. Je pense, la première chose qui a fait que ça a fonctionné, je partais avec un unfair advantage. Ça fait 10 ans que j'écris pour le web. Donc évidemment que je connais un peu plus les codes, les manières, et voilà, que je vais plus vite dans l'adaptabilité de mon écrit parce que j'ai commencé à écrire il y a 10 ans. Donc, et en plus, au-delà de ça, moi je suis convaincue que tout le monde peut écrire. Mais il y a des gens qui ont des facilités pour l'écriture. J'ai une facilité pour l'écriture. Donc il y a ça aussi qui va jouer. Plus le fait que ce soit mon métier, que la stratégie soit mon métier, donc que je savais en fait à faire ce travail d'empathie, que beaucoup de personnes qui sont étrangères à la stratégie oublient. C'est qu'en fait on pense que quand il faut communiquer, il faut parler de soi, dire je fais ceci, je fais cela, mes clients sont ci, etc. Pas du tout. Ce qu'il faut faire, c'est parler à sa cible d'elle-même pour qu'elle se reconnaisse et en fait sortir de son ultra expertise. Parce que si je te parle là de dire il faut que tu fasses une strat pour aller chercher l'effet scroll stopper sur tous tes contenus, etc., tu comprends pas ce que je te dis. Si je te dis il faut que tu fasses une stratégie pour que quand les personnes te lisent, elles se disent « Ah, mais c'est moi ça !»
Là, tu comprends ce que je te dis. Et tu vois, en fait, c'est tout un travail en fait d'empathie que tu as quand tu es stratège en communication, parce que tu sais que les gens qui te lisent ne sont pas toi, ni tes homologues, parce que sinon, ça ne serait pas tes clients. Et il y a, ok, alors ça me fait penser à deux choses. Il y a un premier truc qui est important que tu dis et qui est contre-intuitif, c'est que c'est pas parce que tu mets des photos de toi ou que tu parles de ton expérience que tu parles que de toi. Le grand challenge étant souvent d'humaniser un peu tes contenus et donc de faire écocher l'autre à travers ton histoire. Et ça, c'est un biais que un non-expert ne va pas forcément voir, dire mais non mais il parle que lui. Non, en fait il met son histoire, il met son histoire au service de quelque chose, parce qu'effectivement le biais de beaucoup de gens, ça va être de créer du contenu générique. Je donne un cours sur comment les X phrases à dire, les X outils, machin. Voilà, ou quelqu'un, moi j'accompagne par exemple une naturopathe, elle pourrait être tentée de dire voilà comment bien dîner pendant l'hiver. Ben non, en fait il va falloir qu'elle dise voilà, ça fait 10 ans que j'ai intégré ces 4 aliments dans mes dîners et j'ai plus jamais été malade pendant l'hiver. Elle va parler d'elle pour. Donc là, il y a ce premier truc-là qui est important, je trouve. C'est faire écocher l'autre en parlant de soi. C'est la puissance de l'histoire, parce qu'on retient plus par les émotions et par les histoires. Et il y a ce truc-là de contenu générique qu'on pourrait copier-coller versus contenu un peu personnalisé, quoi. Et en fait, c'est la même chose. C'est carrément la même chose, dit de 2 manières différentes. Trop bien. Donc la photo, le fait d'y aller avec une stratégie, et l'unfair advantage que tu as, c'est que tu sais écrire. C'est ça. Et puis effectivement, alors ça, mais le premier, c'était effectivement commencer par une stratégie, ensuite continuer à être plus moi, en fait. Mes tout premiers posts, ils étaient beaucoup trop lisses par rapport à ce que je suis, tu vois, ce qui a fait que la première opportunité que j'ai décrochée grâce à LinkedIn, ça s'est pas très bien terminé. Parce qu'en fait, j'étais trop lisse. Et du coup, on aurait vu qu'il y avait un fit qui allait pas en fait avec les clients et moi, donc c'est ni de leur faute, c'est plus de ma faute que de la leur, d'ailleurs, même carrément, parce qu'en fait ça a été moi qui était trop lisse dans ma com, ce qui fait qu'en fait on aurait vu si jamais j'avais été plus moi, que ça n'aurait pas collé, ils m'auraient pas contacté en fait, tu vois. Et donc ça a été ça, donc déjà être beaucoup plus moi, en avoir un peu plus rien à foutre en général, et après effectivement sur LinkedIn, ce qui m'a fait exploser, c'est commencer à me montrer en fait, donc commencer à me montrer, que ce soit en photo ou en vidéo, donc ça a fonctionné derrière. Pour la newsletter, c'est une bonne question de pourquoi ça a décollé, parce qu'après ça n'a pas non plus explosé, tu vois, je suis à 5000 abonnés, ce qui est très bien, hein, mais je ne suis pas non plus à 10 000, etc. Je suis dans la moyenne haute, mais je ne suis pas non plus... C'est très bien déjà. Oui, mais je suis pas non plus, c'est pas non plus exceptionnel, tu vois. Pour la news, moi, ce que je pense c'est surtout une bonne rétention en fait des gens. Pour moi, ce qui a fonctionné, c'est la stratégie de marteler en fait, parce qu'une newsletter ça ne sait pas vivre toute seule, donc il faut absolument la promouvoir. Moi, ma newsletter sort le jeudi, tous mes posts sur LinkedIn du mercredi parlent de ma newsletter, sans exception, depuis qu'elle est sortie. Et donc la régularité. Et je pense que mon écriture plaît, parce que alors du coup je suis moins dans le copywriting et je suis plus dans le Juliette, et en fait je pense que c'est ça qui plaît sur ma newsletter. J'ai une de mes amies qui est instit et qui lit ma newsletter, elle me dit je comprends rien mais j'aime bien comment t'écris. Et du coup... Moi aussi j'aime bien comment t'écris, et c'est vrai que sur une newsletter t'as plus le temps que dans un post. Et donc tu lâches des petites vannes, tu emploies un vocabulaire où on sent qu'on est chez toi. Donc en fait, c'est ça. C'est peut-être ça qui fonctionne, et moi je m'éclate. Et en fait je pense que ça se voit quand tu t'éclates. Et moi tu vois dans ma news, je retrouve mon écriture mademoiselle. Je me retrouve quand j'écrivais sur maths, c'était ça, tu vois. Et en fait moi ça me fait renouer avec mes premières amours un peu journalistiques, etc. Tu vois. Trop cool. Et on a bien compris que sur la vidéo, et ça aussi c'est un truc qui est important, c'est que c'est Clément, t'as bossé avec Clément qui a monté l'agence personnelle et donc qui est spécialiste de la vidéo, et donc tu viens faire des vidéos, mais c'est lui qui va organiser tout ça pour le faire. C'est lui le mur auquel je parle dans la vidéo. Non mais ça c'est important de le dire aussi, c'est que la vidéo c'est quand même difficile, c'est super chronophage, et je pense qu'aujourd'hui franchement c'est trop bien de se lancer et tout, mais à un certain niveau, quand on veut faire du business et qu'on n'a pas trop le temps, et voilà, t'as un enjeu d'autorité,
Je pense que moi j'avais sous-estimé, et je le découvre notamment là, on enregistre un podcast en studio avec des super vidéos. On sous-estime que la qualité du contenu final, de la vidéo, de l'image, etc., de la manière dont c'est monté, a un impact énorme Mais sur bien sûr. la premiumité, enfin je sais pas comment le dire, mais l'image que tu as et finalement à la fin ton prix, quoi. Ton positionnement. Bien quelque sûr, part. ouais, complètement. Et donc c'est vrai que la recommandation, c'est aussi de se faire accompagner sur les trucs. Bien sûr, en fait, moi je vais vous dire un truc, c'est plus ça paraît simple, moins ça l'est. Ouais. En fait, c'est à partir du moment où tu te dis ah ça a l'air simple, etc. Mais c'est un bordel pas possible. Et moi c'est ça qui me fait rire, c'est quand les gens dans mes commentaires, etc. sur TikTok et sur Insta notamment, qui disent ouais tu parles à qui, tu parles au mur. Vraiment, si je suis aussi douée pour faire semblant de parler à quelqu'un alors qu'il n'y a personne en face, mais j'arrête la com, je me lance à la comédie française. Parce que vraiment, je ne serais incapable de parler. Et là, c'est comme si, en fait, là, je regarde pas la caméra, tu vois. Mais je pourrais, imagine, de parler comme ça tout seul. Ah, mais là, si on se met à parler devant la caméra, c'est impossible. Mais oui. Bonjour les amis, les journalistes, ils sont... Ouais. C'est terrible, non, mais bien sûr. Et puis surtout, en fait, c'est impossible d'être naturel si t'as personne en face, à moins d'être acteur, d'être comédien, tu vois, effectivement. Mais ouais, non, c'est la vidéo... la qualité va jouer énormément, la qualité d'image, qualité de son aussi. Ouais. Et non mais ok, c'est cool de savoir que toi t'es une pro de la com et que tu te fais quand même accompagner sur Bien ta sûr. com, sur certains. Je ne serais pas sur TikTok trucs. et sur Insta si je le déléguais pas. Donc c'est simple, hein, si demain j'arrête le contrat avec Clément, je pense que j'arrête les vidéos. Donc, et ça t'apporte, d'ailleurs, avant que j'oublie, ça t'apporte quoi concrètement ? Là maintenant que tu as atteint un certain niveau sur ces leviers-là, tu as un peu de recul, est-ce que c'est... Tu vois, c'était quoi ton objectif quand tu t'es lancé ? Est-ce que ça répond à l'objectif ? J'avais aucun objectif en me lançant. Me développer sur d'autres réseaux potentiellement, mais très honnêtement, je l'ai fait parce que j'avais envie de tester et que j'avais envie de sortir de ma zone de confort par rapport à mon image en vidéo. Ça a pété plus fort qu'on ne le pensait avec Clément. Je me rappelle encore la première vidéo, elle a commencé à exploser sur TikTok. Et genre au début, Clément il m'envoie des messages, il m'a dit ouais non c'est un peu lent pour faire le million en 24 heures, etc. machin. Et en fait il me dit non mais attends tu vas faire 2 millions en 24 heures. Et genre on a fait 1,8 million en 24 heures sur la première vidéo. Le compte avait 0 abonné. Hein. Et en fait qu'est-ce que ça m'a apporté ? Alors en termes, si vous voulez tout savoir en termes de business, TikTok m'a apporté un prospect. C'est tout. Intéressant, je veux dire, parce que le reste, ça m'a apporté des gens qui me posent des questions, mais c'est pas intéressant d'un point de vue business pour moi. Instagram, on en rapporte beaucoup plus souvent. En revanche, les prospects, pour être sur les 3 réseaux, LinkedIn, TikTok, Insta, les prospects sur LinkedIn sont bien plus qualifiés, même en termes de budget aussi, qu'ils peuvent allouer là-dessus, parce que je suis pas la moins chère sur le marché. Et pour le coup, donc les prospects que LinkedIn t'apporte sont bien plus qualifiés et ont plus de moyens aussi que sur TikTok et sur Insta. Mais moi, ça m'a apporté surtout visibilité, crédibilité. Voilà. Visibilité, crédibilité, etc. C'est aussi un autre canal d'acquisition, c'est un canal d'autorité aussi. Et par rapport aux vidéos en elles-mêmes, donc là je parlais des comptes Insta et TikTok, et par rapport aux vidéos en elles-mêmes, effectivement, ça m'a apporté de la confiance en moi. Un peu plus d'éloquence aussi. Et ça m'a surtout apporté beaucoup de proximité. C'est exactement ce que tu disais. C'est qu'en fait, en vidéo, on voit tout ce qu'on ne voit pas à travers les posts et même à travers les photos. Le paraverbal, comment on parle, est-ce qu'on parle vite, ce qui est mon cas, est-ce qu'on parle moins vite, quels mots on utilise, est-ce qu'on a l'air d'avoir confiance en soi, etc., etc. Et moi, ça a créé vraiment... Il y a eu un avant, un après sur les vidéos. Et ouais, non, mais ça m'a apporté des opportunités, je pense, converses aussi, parce que pas directement lié à la vidéo, mais peut-être ça a conféré une certaine autorité, crédibilité qui m'a apporté encore plus en fait de confiance de mon audience. Ok, et ouais, du coup on revient sur le souci d'image que tu avais, on peut en parler maintenant. Bien sûr. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec leur image et en tout cas aussi. passer le pas pour se montrer. Ouais, toi c'est vraiment la vidéo. Enfin, comment t'as... Pourquoi tu as décidé de passer le pas finalement et comment comment tu t'y es pris pour aller au-delà de ta peur, parce que finalement tu l'as fait quoi. Ouais, bien sûr. Pourquoi parce qu'en fait à partir du moment où tu vois que c'est viscéral, que tu peux... Moi j'en étais à un stade où en fait quand c'était pas moi qui prenais une photo ou un selfie, etc., je ne voulais pas voir la photo et je pouvais même en chialer de me voir en photo. Et en fait, ma psy m'avait dit que c'était de la dysmorphobie ou dysmorphophobie, je sais plus exactement quel est le terme, et je veux pas être sûre de moi parce que c'est comme ça qu'on se fait fustiger dans les commentaires. Mais du coup, en fait, voilà, un problème d'image, c'est-à-dire qu'en gros, je ne sais pas exactement à quoi je ressemble.
est-ce que je ressemble à la meuf que je vois dans le miroir ou est-ce que je ressemble à la meuf que les gens voient en vidéo? J'en ai aucune idée. Parce que moi, je vois deux personnes différentes, tu vois. Donc, j'ai une espèce de dichotomie là-dessus. Et du coup, en fait, j'ai bien vu qu'en fait, je suis stratège en com. Je sais qu'à un moment, en fait, il faut amener de l'humain. Et donc, pour amener de l'humain, il faut aussi se montrer pour pouvoir augmenter. Donc, en fait, je me suis dit, OK, qu'est-ce qui est le plus important? Tes vieilles peurs ou ton business? Voilà, mon business, c'est ma vie, c'est ma vie. J'ai d'autres choses dans ma vie, mais mon business, c'est ma passion. J'adore ce que je fais. Monter une agence, c'est mon rêve. Je suis en train de le faire. Donc, en vrai, qu'est-ce qui est le plus important? Des vieilles peurs ou alors tout simplement en fait, le fait de se dépasser un peu. Et là-dessus, j'ai beaucoup de complexes, j'ai un syndrome de l'imposteur, mais j'ai l'avantage que ça ne me bloque pas. En fait, j'ai un syndrome de l'imposteur et de la peur, mais de la hargne qui est plus forte. Donc, c'est ça qui va prendre le pas, en fait. C'est le côté, ok, maintenant, en fait, ça suffit, j'y vais. Et en fait, j'ai ce côté très spontané et très fonceur qui fait que parfois, en fait, j'oublie et je me pose même pas la question et j'y vais, tant pis, en fait. Et du coup, c'est l'avantage que j'ai aussi, c'est que ça me permet de pas trop réfléchir. Parfois, je réfléchis pas trop, en fait. Il y a ça aussi. Il vaut mieux pas trop réfléchir parfois. Hein. Ouais. Et ouais, en tout cas, c'est cool ce que tu dis parce que je pense que chacun aura une peur différente, hein, mais tout le monde a des peurs, surtout liées à l'image, etc. Et moi, je suis persuadé que plus la peur est grande, plus le cadeau derrière est grand quand tu vas suivre ta peur. Tu sais, si tu fuis ta peur, elle te contrôle un peu. Ouais. Le jour où tu décides de la suivre, elle est toujours là, hein, mais au moins, tu prends un peu le contrôle du truc, tu l'apprivoises et souvent, c'est un bon indicateur qu'il y a un truc qui fait que tu vas passer un palier. C'est ça. Et par contre, tu disais que syndrome de l'imposteur, ça, tu l'as toujours ? Bien sûr. J'ai regardé il y a peu l'épisode que tu as fait avec mon ami Charles Elias et j'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit là-dessus en disant qu'en fait, et il a raison, le syndrome de l'imposteur, pour moi, en fait, tu ne peux pas le gommer. Tu peux mieux le dompter et mieux le contrôler. Mais ça disparaît jamais vraiment. Non, ça disparaît jamais. Je pense que, de toute façon, je vais peut-être me faire des ennemis en disant ça, mais il y a une phrase, je sais plus quel est l'auteur, mais qui disait qu'en fait, ce qui est inquiétant dans ce monde, c'est que les gens intelligents sont pleins de doutes, alors que les gens stupides sont pleins de certitudes. Oui. Est-ce que c'est pas bien d'avoir des doutes de temps en temps? Est-ce que c'est pas que tu es sur le bon chemin ou juste que tu accordes de l'importance à tout ça? Parce qu'en fait, c'est quand tu aimes vraiment quelque chose, je pense que tu doutes plus que tu es né sûr de toi. Donc c'est intéressant aussi de douter. Entièrement d'accord. Enfin, en tout cas, je parle en tant que personne qui a le syndrome de l'imposteur. Donc, je peux que être d'accord. Et t'as raison, je me méfierai le jour où je dirais non, mais c'est bon. Mais pour l'instant, c'est pas encore le cas. En tout cas, merci d'être revenu de manière très concrète, honnête et chiffrée sur la manière dont tu as construit ton audience et les différentes choses qui t'ont fait péter un peu le plafond. En fait, tu as une stratégie, moi que j'appelle la stratégie hélicoptère, tu vois, un peu, c'est moi qui l'appelle comme ça, mais la stratégie hélicoptère, c'est une stratégie qui est plutôt bien pour quelqu'un qui est déjà expert dans son domaine, qui commence peut-être à avoir un peu les moyens et qui veut exploser rapidement, qui veut capitaliser sur cette expertise. Si on la résume, ce ne sera pas forcément tout dans le même ordre, mais en gros, en 1, tu choisis un sujet d'expertise sur lequel tu es à l'aise et qui va être au service de ton business. En 2, ce sujet-là, tu vas aller en parler 3 fois par semaine minimum sur LinkedIn. Tu vois, il y a un peu ce truc-là de un moment, faut y aller. 3, tu vas prendre ce sujet et le recycler dans des vidéos verticales, courtes, et t'en publier à peu près 1 par semaine. Tu vas inonder les réseaux sociaux, Insta, TikTok, YouTube en short vidéo et même LinkedIn parce que ça commence à être un réseau sur lequel ça marche bien. Et là, tu crées cet effet, elle est partout. Ça, c'est intéressant. C'est vrai qu'on me dit tout le temps ça. Genre à chaque fois, on me dit j'ai l'impression de te voir partout, etc. Machin. Je suis sûr qu'il y a des potes qui me doivent me mettre en mieux. Peut-être, mais en tout cas pour plein de gens, voilà. Ok, on va saouler les potes, mais c'est bien. Donc c'est un bon indicateur. Et donc tu vois, tu as cette étape où tu saoules tes potes. L'effet, il est partout. Et ça, en réalité, la vidéo crée en plus beaucoup on a dit, de proximité. Tu vois, autant LinkedIn, le premier, LinkedIn, c'est pour la visibilité au début. C'est de la visibilité très très rapide en réalité. Autant ensuite, TikTok, Insta, YouTube et tout, ça peut aller très très vite. Mais les short vidéos, quand tu t'en sers ensuite pour les redistribuer sur LinkedIn, ça va créer beaucoup d'autorité, beaucoup de proximité. Et tu crées aussi une newsletter
peu importe l'ordre, mais tu crées une newsletter et en fait, ta newsletter, ça va être un contenu long qui va servir à un objectif de rétention. Donc là, tu as visibilité, autorité, proximité, rétention. Et tous tes contenus, tes contenus redirigent vers ta newsletter et ta newsletter parle de tes services. Et ça, je trouve que c'est la stratégie hélicoptère parce que tu as déjà une expertise et les vidéos shorts, je touche le micro, et les vidéos shorts vont permettre de te parachuter là où tu mérites, à l'endroit où tu mérites en termes d'autorité et de visibilité. Et il faut avoir un peu les moyens parce qu'il faut s'entourer pour que ça aille vite. Bien sûr, ouais. Tu vois, il pourrait y avoir une autre stratégie, plutôt rouleau compresseur, là, où tu décides de faire un podcast, par exemple. Ça, c'est ma stratégie. Mais en fait, c'est quand même vachement long. C'est quand même... Enfin, ça marche, Ouais. mais c'est quand même long. Et je pense qu'il y a un bon... Enfin, il y a un bon hack dans ton cas. Merci, c'est une super illustration de la stratégie hélicoptère. Avec plaisir. Ce sera théorisé bientôt. Ouais, ce sera peut-être théorisé bientôt. Non, mais trop cool. J'avais une question. Ton parcours, il est quand même aussi atypique dans le sens où tu es passé d'indépendante à agence, alors que beaucoup de gens qui sont indépendants se disent en fait, moi, j'aime bien être indépendant parce que c'est la liberté, etc. Toi, tu as décidé de passer par mode agence. Pourquoi ? Comme je te le disais, c'était mon rêve. Pourquoi j'en ai aucune idée. J'ai toujours cette phrase d'un de mes profs de français en seconde, un de mes profs de français, de mon prof de français en seconde, qui disait parfois quand on aime vraiment quelque chose, on ne sait pas expliquer pourquoi. Et c'est un peu ça en fait le truc, c'est que après j'ai toujours eu beaucoup d'ambition, toujours. Depuis que je suis gamine. Vraiment, ça fait partie de moi. Je suis très ambitieuse. Je suis pas du genre, pour le coup, à vouloir à tout prix. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je ne veux pas faire. Il y a des choses aussi que je ne suis pas prête à faire ou des clients que je suis pas prête à accepter, etc., etc. C'est pas à tout prix, mais j'ai toujours eu beaucoup d'ambition. Et du coup, pour moi, en fait, je me voyais pas être indépendante et travailler toute seule. J'avais envie d'avoir des équipes, j'avais envie d'avoir des gros clients, ce qui est le cas aujourd'hui. J'avais envie d'avoir un gros truc en fait. Je sais pas pourquoi. Je peux pas te dire pourquoi, mais ça fait partie des choses que j'ai toujours eu envie d'avoir. Voilà pourquoi en fait. Et j'ai aussi ce problème. Et qui est à la fois un moteur et à la fois un problème, c'est du toujours plus. C'est-à-dire que j'arrive à un stade, ok, on y va. C'est quoi le stade d'après ? Ok, on y est arrivé, c'est quoi le stade d'après ? Etc. Et c'est quoi l'ambition de l'agence cadeau ? Embaucher pas mal de monde et faire un joli truc avec ça. Prendre des bureaux à Paname, voilà, tu vois. Chouette, voilà. Avoir une plaque avec l'agence cadeau, je sais pas. Est-ce que il y a un truc de reconnaissance aussi, tu vois, dans tous les cas. Hein. Moi, c'est ce que je disais aussi dans Faut être honnête et c'est bien de l'accepter mais bien aussi. sûr, mais évidemment, mais bien sûr, mais moi je pense de toute façon, et pareil, on peut me taper dessus si on veut, mais je suis assez... J'en avais fait une vidéo assez convaincue qu'il y a quand même de l'ego dans l'entrepreneuriat. Mais complètement. On est beaucoup d'entrepreneurs à avoir une petite revanche en fait, et qu'on fait aussi par revanche, et moi j'en fais partie, tu vois, je fais partie de ces gamins qu'on a décriés, etc., parce que j'étais très mauvaise sur les matières scientifiques, et j'ai un prof de français qui me disait que je dépasserais jamais la 3e, j'ai une famille qui n'a pas forcément été toujours facile non plus, on m'a beaucoup rabaissé, et du coup en fait j'ai un peu ce côté revanchard de tiens tu verras en fait. T'étais bonne élève ? Ouais, c'était comment Juliette Cadeau à l'école ? Alors, j'étais pas mauvaise dans le sens... En fait, j'étais une élève sélective. C'est-à-dire qu'en gros, je pouvais te taper des 18, des 19 en histoire, en littérature, etc., sur en gros toutes les matières qui m'intéressaient, en anglais, en espagnol, etc. En revanche, les maths, tout ce que je n'aimais pas, c'était mort de chez mort. Et en gros, en fait, j'étais pas une mauvaise élève dans le sens où il y avait quand même des matières dans lesquelles j'avais des très bonnes notes, philo, français, histoire, tu vois, j'ai eu genre 19 à mon bac d'histoire, un truc comme ça, qui est une de mes passions. Mais par contre, j'étais une mauvaise élève dans le sens où j'ai toujours été comme ça, c'est que moi je suis dans la team, je fais ce que je veux. Ouais, ok. Et du coup, si j'avais envie de dormir, je dormais. Si j'avais pas envie de travailler, je travaillais pas. Okay. Voilà, donc c'était très électron libre en fait, et donc très chiant, enfin insupportable, tu vois, et puis un peu dans l'adolescence, donc voilà, des filles. Voilà. Sale gosse, on va le dire. et aujourd'hui, est-ce que tu es toujours une sale gosse dans le sens où, est-ce que en tant qu'entrepreneur qui a ton agence, qu'est-ce qui te saoule le plus ? Qu'est-ce que dans tes journées ? Parce que on est là aussi pour parler des trucs qui sont... Il y a des trucs cool, il y a les réseaux sociaux, il y a les milliers d'abonnés. Et dans une journée de Juliette Cadeau, qu'est-ce qui te saoule le plus, quoi ?
Alors, est-ce que je suis toujours une sale gosse? Oui, évidemment. Ça fera toujours partie de moi et c'est ce que j'aime chez moi aussi. Donc, je vais pas dire que j'en joue, mais je le cacherai jamais. Et j'en avais parlé dans le podcast de Kélian Laloué où il m'avait dit ouais, pourquoi t'as jamais décidé de te nicher, etc. Machin. Je lui dis bah, parce que déjà, premièrement, je fais ce que je veux. En fait, genre c'est pas parce que je sais pas qui, des personnes que je connais pas sur internet me disent qu'il faut absolument se nicher que je vais le faire. Et en fait, j'ai toujours eu ce côté un peu provoque. Peut-être que ça vient aussi de mon enfance, mon truc revanchard, tout ce que tu veux, blabla. On fera ma psychanalyse plus tard si tu veux. Mais La psychologie de comptoir. Tu sais. exactement. Mais en fait, le truc, c'est que j'ai toujours eu ce côté un peu provocateur. Tu me dis de faire un truc, je fais le contraire. Okay. Donc, il y a ça aussi. Mais qu'est-ce qui me saoule dans mon quotidien Bah, en fait, ça va être très chiant, mais il n'y a pas énormément de choses qui me saoulent, en fait. Ce qui me saoule, c'est ma non-capacité parfois à dire non et à me surcharger la mule. Et du coup, en ce moment, là, je commence à dire non, mais parce qu'en fait, je n'ai plus le choix, je n'ai plus de place dans mon agenda pour quoi que ce soit. Tu glisserais pas une allumette dedans, quoi. Et du coup, en fait, c'est un peu ça qui me saoule, c'est de mon FOMO, en fait, à me dire, ouais, si je cale pas ce prospect rapidement, je vais pas le signer. Et au pire, si je le signe pas, c'est pas grave. En fait. Et c'est un peu ça, ce qui va me saouler, c'est mon propre comportement de toujours plus, etc. La sursollicitation est un peu compliquée aussi. C'est le revers de la médaille, ça va avec. Après, je vais pas faire genre, je suis pas Maria Carey non plus. J'ai 20K sur Insta, il y en a plein qui ont ça aussi. Donc on va se calmer un tout petit peu. Mais disons que, je suis pas Maria Carey, mais j'ai beaucoup de demandes entrantes. Et parfois, c'est aussi des demandes de conseils gratuits. Est-ce qu'on peut parler de ça? Et j'aimerais bien te poser des questions, etc. Est-ce qu'il n'y aurait pas des synergies entre nos business? Tu la reçois celle-là ou pas? Bien sûr. Non, évidemment, mais donc ça, c'est la sursollicitation, c'est un peu compliqué. C'est pas que ça me saoule, c'est que c'est dur à gérer parfois parce que je me considère et j'espère me considérer encore longtemps comme quelqu'un d'accessible, quelle que soit la personne que j'ai en face de moi. Et ça me saoule en fait de bousiller un peu cette image en disant non à des gens, etc. Mais là, je peux plus. Là, je peux plus en fait. Ouais, et tu dis comment non? Parce que ça, c'est vraiment un truc difficile, je trouve. Bah, en fait, je leur dis écoute, je suis désolée, mais maintenant, je n'accepte plus de call de cette manière-là. On peut en discuter en asynchrone si tu veux, par message ou par vocal, mais voilà. Et sinon, si c'est des conseils gratuits, je dis eh bien, écoute, je t'invite à regarder mes posts LinkedIn ou ma newsletter. J'y publie une fois par jour ou une fois par semaine sur la newsletter des conseils gratuits, tu trouveras tout là. Ouais, super dur, en tout cas quand on se veut accessible, de dire non. Mais du coup, tu réponds à tout le monde. Tu réponds encore à tout le monde, par contre. Tu dis pas non, mais tu réponds. Pas tout le monde. Je reçois des messages de prospection dégueulasses. Voilà, tu vois, genre quelqu'un qui tout à l'heure m'a envoyé un message de prospection en me disant oui, êtes-vous la personne chargée du marketing chez l'agence cadeau? C'est marqué fondatrice, donc voilà quoi. Bref. Ouais, mais bon, voilà, ouais, non. Voilà, ou des. Par contre, ça j'avais répondu parce que je m'étais marrée d'un message de prospection d'un mec qui me proposait qui me vantait les mérites du personal branding sur LinkedIn et il me demandait si je voulais que je l'aide qu'il m'aide à le faire. J'ai dit mais est-ce que tu as regardé mon profil, Corentin? Enfin, il s'appelle pas Corentin, mais c'est parce que ça s'engueule bien comme prénom. Mauvaise pioche, Corentin. Vraiment, je lui dis mais Corentin, est-ce que tu as regardé mon profil? Je fais mais vraiment, vraiment ta prospection, travaille là quoi. Un minimum, enfin vraiment, je dis pas que... Tu parlais de l'empathie tout à l'heure. Ouais, en fait, je dis pas ça en mode ouais, il sait pas qui je suis, etc. Si un jour je deviens en mode ouais, vous savez pas qui je suis, foutez-moi une baffe, clairement, parce que je voudrais pas devenir ce genre de personne, mais dans le sens où c'est comme si j'allais prospecter, je sais pas, un monteur vidéo en lui proposant du montage vidéo, bien en sûr, fait. Bien voilà. sûr. Connais-tu l'opportunité des vidéos? Non, mais carrément. Non, mais ok. Mais ok, j'ai un peu les mêmes règles, mais je suis pas à ton niveau, donc j'imagine que ça doit être l'enfer. Moi déjà que j'ai du mal à savoir quand je réponds, quand je dis non et tout. Non, c'est un vrai challenge et j'ai oublié la question que je voulais te poser, mais quand même, dans tout ça, t'as eu des réussites, des échecs. C'est quoi ta plus grande réussite et c'est quoi ton plus gros échec ces dernières années? Ok. Ma plus grosse réussite, ça aurait été de monter mon agence, parce que très honnêtement, j'ai toujours voulu monter mon agence, mais j'ai jamais su comment. Et en fait, j'ai toujours été... J'ai beaucoup... Et ça, c'est un truc où il faut le savoir avec moi, c'est que je navigue beaucoup à vue. Moi, maintenant, je suis un peu plus strat dans ma propre approche, parce qu'on est souvent beaucoup plus doué dans ce qu'on fait pour les autres que pour soi. Et en fait, moi, quand je me suis mis un peu en free par hasard, ça a bien fonctionné
j'ai l'impression un peu par hasard aussi. Et après, en fait, c'est quand je me suis lancée en agence. Donc ça, là, l'agence, ok, je me suis dit, waouh, putain, c'est un step quand même, tu vois. Et c'est enfin ce que tu voulais, tu vois. Et quand j'étais en free, en fait, je m'étais jamais figuré que je pouvais le faire toute seule. En fait, moi, je fais partie des gens qui n'ont pas eu beaucoup de modèles entrepreneuriaux dans leur vie, etc. Mais j'ai des parents qui sont dans le libéral, donc c'est des cabinets, etc. Mais c'est pas de l'entreprise, entre guillemets, même si ça reste une entreprise, voilà, vous m'aurez compris. Et en fait, pour moi, je faisais partie des gens qui se disaient que si tu veux être entrepreneur, il faut trouver la bonne idée. Très B2C, tu vois, voilà, genre en mode, moi je voulais lancer un magazine, j'ai essayé de lancer une start-up dans la food tech, etc., avec quelqu'un avec qui j'étais associée, etc. Et en fait, après, c'est au moment où j'ai vu, en me lançant d'ailleurs dans cette start-up dans laquelle j'étais associée, qui n'a pas décollé malheureusement, et en fait, tu vois, là, il est en train de la reprendre et ça commence à bien fonctionner. Et en gros, moi, je suis sortie du truc, et ce qui s'est passé, c'est que c'est en voyant que j'étais capable de faire ça, j'ai dit à mon mec, je lui ai fait en vrai, si ça fonctionne pas, si l'option 1 ne fonctionne pas, en fait, je pense que je vais me mettre à fond sur mon agence, parce qu'en fait, j'étais à mid-time, j'avais dealé, tu vois, départ contre un mid-time, etc., machin, donc je continuais quand même mes activités de free à côté pour pas être sans le sou, tu vois. Ouais. Et en fait, je faisais 70 000 balles de chiffre d'affaires en micro-entreprise, donc pratiquement au plafond, en étant à temps à mi-temps. 50%, quoi. Voilà, 50%. Et donc je dis à mon mec, je fais en fait, mais du coup, si je me mets à 100%, normalement, ça devrait être pas mal. Donc c'est comme ça en fait que j'ai fait ça. Et du coup, c'est là où donc ça c'est ma première victoire. C'était une réponse extrêmement longue. Donc Oui, mais on a besoin pour comprendre des détails. Sinon Ouais. on sait pas. Voilà, du coup, donc ma première victoire, ça aurait été, je pense, les dernières années, la plus grosse, c'est vraiment de monter mon agence, hein, bien évidemment. D'avoir des gens aussi, une de mes plus grosses victoires aussi, et je m'en rends de plus en plus compte, c'est aussi d'avoir des équipes qui me suivent et qui le font pas envers et contre tout, parce que de toute façon jamais je leur foutrais à l'envers et que je serais toujours réglo et je serais pas les managers que moi j'ai eu, mais en fait d'avoir des gens qui travaillent pour moi et qui sont heureux de le faire et qui sont fiers de le faire, ça je suis en mode, mais cousine, pourquoi t'es aussi fière, enfin, on fait ouais, c'est cool, tu vois, on taffe ensemble, mais voilà, je suis personne, quoi, tu vois. Et ça me fait bizarre, tu vois. Et ça, j'ai envoyé en fait pour les vœux, j'ai envoyé à mes équipes des messages en les remerciant pour la collaboration, etc. Et j'ai eu des retours dithyrambiques, ça fait du bien, tu vois. Et ça m'émeut, tu vois, d'en parler. Genre, c'est vraiment, en fait, c'est fou, quoi. Donc ça, c'est une grosse victoire, même plus que l'agence, tu vois, d'avoir des équipes qui me suivent et qui sont fiers de bosser avec moi. Et ça, je suis en mode reward, mais fois 1000, en fait, tu vois. Et le gros échec. Et attends, Ouais. avant le gros échec, parce Ouais. qu'on était sur l'agence et bon, c'était ton rêve, tu y arrives petit à petit, c'est une super réussite et en plus, visiblement, ça se passe bien avec tes collaboratrices, collaborateurs. Est-ce qu'il y a quand même un revers de la médaille, c'est-à-dire que t'étais toute seule, maintenant t'as du monde, il y a des trucs quand même, le fait d'être passé en agence qui sont un peu des inconvénients que t'avais pas avant? Franchement, non. Moi, j'en trouve pas, parce que, en fait, je pense que il y a forcément des inconvénients, mais pour moi, ils sont pas significatifs par rapport aux avantages, en fait. Donc, Ouais. qu'est-ce que pourrait y avoir comme inconvénient ? Bah, parfois, tu signes pas tout en termes de. Parce qu'en fait, je suis un peu dans un entre-deux où les gens pensaient que j'étais solopreneuse, mais maintenant, je suis en mode agence. Donc, même si j'ai pas mal d'autorité, ce qui me permet de vendre assez cher. Il y a quand même des gens qui pensent que je suis une petite freelance et que du coup ça coûte pas si cher. Bah si, je suis une entreprise, j'ai des collaborateurs, collaboratrices, donc je marge. Donc voilà, tu vois, donc il y a peut-être ce côté-là en inconvénient. Non, il y en a pas tant que ça, parce qu'en fait les gens que je les choisis très très bien, et surtout je les briefe très bien. C'est-à-dire qu'en fait moi, c'est ce que je dis à toutes les personnes que j'onboard dans l'équipe, là elles sont 5, je leur dis en fait, tu me parles tout le temps. C'est-à-dire, enfin, je ne demande pas de me parler tout le temps, mais dès que tu as un problème, tu me parles. Tu ne restes pas dans ton coin avec un problème sans me le dire. Vraiment, le maître mot, c'est la communication. Tu ne me déranges pas. À partir du moment où tu as besoin, je suis là, je m'en fous, je te réponds. Donc, tu n'aies pas peur de me déranger. Et en plus, je leur dis aussi, c'est là où je suis un tout petit peu plus dure, où je leur dis en fait, moi ce que j'attends beaucoup, c'est de la proactivité. Si jamais je te cours après pour savoir où ça en est, etc., ça sert à rien que je délègue. Dans ces cas-là, je délègue pas. Voilà, si je peux, pour moi, c'est vraiment, c'est vraiment genre un scandale d'avoir un client qui court après des prestataires. Enfin, ça, vraiment, c'est ce que j'ai dit à toutes mes équipes. J'ai dit, ça, c'est hors de question que les clients nous courent après. Enfin, vraiment, ça, Ouais. c'est. Vraiment, je trouve ça scandaleux. Bref, mais ça, c'est une vision que j'ai.
Mais les inconvénients, ce sera ça en fait. Ouais, ce sera peut-être plus de sollicitations parce que du coup, il faut aussi être sollicité par les clients et par les équipes. Trouver du temps aussi de fédérer. C'est ce que je fais pas encore assez. Alors c'est aussi parce que pour l'instant, c'est que des poules de free, donc pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'équipe. Mais pour le coup, ça va être un gros challenge, je pense aussi, de commencer à fédérer pour faire une vraie équipe, quoi. Ouais, et qu'elles se parlent, etc. Et qu'elles soient pas étrangères les unes aux autres, etc. quoi. Parce que c'est que des meufs pour l'instant. Donc. Ok. Ouais, et qui sont pas dans un bureau tout En ensemble, plus, quoi. tout à fait. Ok. Non, merci. Et toi, à titre personnel, quand même, du coup, tu délègues. Donc, en fait, t'es quand même moins dans l'opérationnel. Un peu moins. Après, j'en ai quand même un petit peu, mais là, je vais déléguer de plus en plus d'opérationnel. Là, je suis trop dans l'opérationnel en termes commercial. Donc, je vais prendre un bizdev ou une bizdev pour déléguer cette partie-là, qui est quand même aussi, faire les calls avec les prospects, les devis, les machins, les trucs, etc. Enfin, les propositions commerciales. Et parce que moi, je suis plutôt des propales commerciales, ça marche mieux. Petit tips chez vous, qu'un devis moche, c'est plus joli. Ah, alors attends, donc il y a un devis moche qui est un papier qui ressemble à une facture sauf qu'il y a marqué devis, etc. Ça, c'est moche. Et toi, ce que tu appelles une propale commerciale, c'est quoi? C'est une présentation? Une presse avec des slides qui mettent en gros stratégie ou je sais pas quoi machin pour le client X, petite présentation de toi ou de l'agence, les clients que tu as accompagnés ou des exemples, etc. Récapitulatif de la demande de la personne, comme ça elle se sent comprise. Et enfin, proposition commerciale avec le détail. Donc tu vois, moi c'est un tableau sur... c'est un PowerPoint, un PDF finalement qui est envoyé au client, au prospect, avec un tableau avec le prix ici et tout le détail de la prestation, etc. etc. Bien plus joli qu'un devis et ça marche, ça fonctionne mieux. Ça fonctionne mieux en termes de... Ouais, super important, ok. Ah, marrant, ok. Toi, tu le fais en slide. Moi, je le fais sur Notion, mais clairement, j'envoie une proposition commerciale aussi. Il y a un mail, puis il y a un lien, et il y a les notes de ce que j'ai pris, les notes pendant l'appel, et au moins, c'est un peu plus personnalisé. Moi, je le fais sur PowerPoint parce que c'est mon côté stratège en com qui aime les présentations, etc. Machin. Mais du coup, oui, ça peut être... En fait, voilà, c'est juste sortir du devis un peu cracra. Voilà, t'as marqué X temps. C'est un peu froid, en fait. C'est clair. Non, mais c'est clair. Et l'échec, pardon, je t'ai coupé. Bien sûr, alors l'échec, alors le plus gros échec récemment, je dirais ça aurait été d'être sur tous les fronts et d'arriver à continuer à vendre mes e-books. C'est-à-dire que là, en gros, j'ai 2 e-books. J'en ai un sur les posts LinkedIn et un sur les newsletters. Ils se vendent de temps en temps, mais je fais pas du tout de com dessus. Et en vrai, ils se vendent pas assez par rapport à ce que je pourrais vendre. Mais c'est juste que c'est mon échec de pas le temps parce que je pense que j'ai pas beaucoup d'appétence aussi pour... moi, j'aime beaucoup l'accompagnement, en fait, tu vois. Donc je pense que c'est mon plus gros échec, c'est aussi de pas prendre le temps de vendre ces e-books. Et en fait, ils se sont pas vendus suffisamment par rapport à ce que j'aurais pu faire, en fait, et par rapport à ce que ça pourrait m'apporter par mois aussi. C'est pas un revenu passif. Il y a une vente de temps en temps, mais c'est pas un revenu passif. Donc je pense que c'est ça mon plus gros échec. Ok. Merci. Ouais, c'est vrai qu'on s'imagine qu'on va faire un e-book et que ça va se vendre tout seul comme des petits pains. Non, non. En fait, il y a du taf. Alors, au début, parce qu'au début, tu es dans la campagne, tu es dans le lancement, etc. Donc, tu fais des posts dessus, blablabla. Mais en fait, il y a très peu de gens qui vont s'y intéresser si tu montres pas les bénéfices ou que ça existe, etc. Ou que tu fais de la pub, hein, tu vois. C'est comme pour les formations en ligne. Il y en a aussi qui font de la pub sur Insta, sur Meta, etc. Tu vois. Donc, peut-être que je vais le faire pour les e-books. Je sais pas, je vais voir, mais... J'ai pas très envie que ce soit mon produit phare, je sais pas si j'ai envie de ça. Donc peut-être que c'est un échec, mais aussi parce que j'avais envie de tester, de voir si je pouvais le faire, voir si je pouvais le vendre. Voilà. Il est là, pour celles et ceux qui savaient pas. Ouais. Juliette a 2 e-books à vendre. Petit encart pub. Mais ouais, non, mais en vrai, même pas, tu vois. C'est parce qu'en vrai, c'était des trucs qui m'ont pas pris beaucoup de temps. Et c'était surtout que j'avais envie de tester ça. Ça me fait des petits... Honnêtement, ils se sont vendus plus de 250 fois. Hein. Ah oui, donc c'est pas mal. Ah oui, non, mais bien sûr, ça s'est bien vendu. Mais disons que par rapport au fait que ça devrait être un revenu passif et que j'ai pas d'effort à faire dessus, en fait, ça peut pas se vendre comme ça. Effectivement, il faut soit avoir de la com régulière, donc tu as un post qui régulièrement vante les mérites de ton e-book, machin, blabla, soit tu fais de la pub. Ce qui fait qu'en fait, t'inondes et il y a des gens qui... en fait, moi, ce que je dis souvent, si tu veux gagner de l'argent, il faut en dépenser. Ouais. Donc, faut investir. Ouais. Donc, tu investis dans un budget pub, par exemple, comme les gens achètent les mots-clés sur Google, tu vois. Bien sûr. Voilà. Non, faut arroser régulièrement pour que ça pousse. Merci pour réussite échec. On était déjà sur des questions plus perso, mais j'aimerais bien terminer par des
Ouais, par un petit lever de rideau sur l'envers du décor, t'as dit qu'il n'y avait pas une allumette qui rentrait dans ton agenda. Combien de temps tu bosses par semaine? Ah là, en ce moment, c'est n'importe quoi. Là, depuis janvier, c'est dur. Alors déjà, il faut savoir que je ne suis pas une adepte du slow freelancing. Et moi, en plus, je suis pas freelance. Mais je suis pas des adeptes du slow machin, je bosse 4 heures par jour, voilà. Je ne critique absolument pas. Les gens font ce qu'ils veulent, sauf que ce n'est pas dans ma nature. C'est-à-dire que moi, je me souviens quand j'étais en études, donc j'ai fait des études de stylisme, et en fait, contrairement à ce qu'on pense, on fait autre chose que fumer des pétards en portant des sarouels. Ah bon? Ça, en plus, c'est le bac L. Non, pour le coup, en études, en fait, le truc, c'est que les études manuelles, le stylisme, les arts, etc., ou même tout ce qui est artisanat, etc., il y a un truc qui est compliqué, c'est qu'en fait, c'est pas comme des études intellectuelles, dans le sens où les études intellectuelles, tu peux faire une impasse. C'est-à-dire que t'as pas le temps de réviser ça, tu le révises pas, t'y vas au talent et on verra ce que ça fait, tu grattes du papier, etc. Quand t'es en études manuelles, t'as pas fini ton projet, Donc, moi, je suis en prépa à appliquer. J'ai terminé, mon projet de fin d'année. Et en fait, je rentre chez moi dans mon minuscule appart. J'habitais une chambre de bonne dans le 7e, vue sur Tour Eiffel, Emily in Paris, le bordel, tu vois. Mais c'est vrai, on peut le pour le coup. Donc, je suis dans mon mini appart et je suis sur mon lit, je suis en mode putain, j'ai plus rien à faire. Et c'est ça mon angoisse. Okay. C'est que moi, je suis une hyperactive et je ne sais pas m'arrêter. Et donc j'ai les défauts de mes qualités, les qualités de mes défauts, ce qui fait que je peux engranger énormément de taf. Je fais les choses très rapidement, etc. À côté de ça, évidemment, je suis très sujette au stress. Voilà, je somatise beaucoup. J'ai de plus en plus de cheveux blancs. Mais c'est le stress aussi qui les amène. Et du coup, j'ai ça qui va avec. Donc, t'as toujours un côté cool et un côté moins cool quand t'es quelque chose, comme quand t'es dans le slow freelancing, bien sûr. Donc, déjà, je suis pas adepte de ça. Donc, ça, il faut le savoir. Mais là, en ce moment, je commence à bosser à 7h du mat. Bah là, aujourd'hui, j'ai commencé à 7h et j'ai une pause déj de 30 minutes. Ok. Mais c'est rare. Mais franchement, c'est rare. Parce qu'en vrai, pour le coup, c'est juste qu'en ce moment, j'ai beaucoup d'invitations à des podcasts, donc déjà, ça me prend du temps. Merci d'être mais là. Le meilleur étant honneur, ici, bien évidemment. Écoutez, bonne réputation, putain, sur le beaucoup près ça. Donc, effectivement. Non, mais on est bon. Oui, moi, et on coupe pas en plus. Il faut savoir que je fais des regards cam à la The Office quand je suis invitée dans des podcasts. Ouais. Des petits regards cam. Alors, moi, je fais souvent ça quand je suis en podcast. Et ça a beaucoup étonné Kélian quand j'étais dans son podcast. Il m'a dit, tu fais des regards cam, etc. Je suis ouais, mais j'aime trop, comme dans The Office, tu vois. Ouais, les petits. Ouais, mais j'aime trop faire ça. Et donc, en fait, là, aujourd'hui, c'est assez exceptionnel. En ce moment, c'est assez exceptionnel parce que j'ai beaucoup de projets en même temps. J'ai beaucoup d'ongoing. Et là, je vais réduire aussi. J'ai beaucoup d'accompagnements one-one en fait qui sont top et j'adore faire ça. Genre, tu vois, avant de venir, j'étais en accompagnement one-one avec via Skelesia, avec qui je suis experte chez eux, tu vois. Et en fait, j'ai un des clients. C'était génial l'heure qu'on a passée ensemble. On a eu plein d'idées. Elle était trop contente, la cliente, etc. Tu vois, donc j'étais vraiment, c'est super. Donc c'est pour ça que. Mais là, je vais en accepter un petit peu moins pour le mois de février parce que je commence à ramer. Donc j'ai beaucoup de réunions. Tu vois, en fait, c'est des accompagnements d'1 heure. Donc finalement, dans l'agenda, ça remplit vite. Ouais. J'ai énormément de demandes entrantes aussi. Donc beaucoup de calls prospects. Donc c'est pour ça que je vais prendre un bizdev parce que je ne peux plus tout gérer toute seule. Et enfin, j'ai tout l'ongoing qui va avec. Parce qu'il faut bien continuer à faire les présentations. Ta communication, c'est toi qui l'as fait. Sauf les vidéos. Sauf les vidéos. Ouais, Sauf les vidéos. Après, pour le coup, ça va, je suis rodée, mais voilà, il y a ma communication. Il y a certaines parties, moi, je kiffe la strat, donc il y en a encore que je fais encore, mais là, je vais en déléguer de plus en plus à Alma, qui est ma content manager. Donc là, Alma, elle est là, c'est lundi, j'en rends une. C'est la dernière que je fais toute seule. Après, c'est Alma qui va s'en occuper. On va les faire en binôme. Donc c'est pour ça qu'il faut que je l'embauche aussi, parce qu'en fait, je lui donne de plus en plus de tâches et du coup, autant la salariée directement, tu vois. Et en gros, l'idée, ça va être en gros de pouvoir pardon, attends, j'ai perdu le fil. Donc oui, alors en gros l'idée, je délègue de plus en plus, mais là je délègue pas assez à mon goût. Ouais. Donc je travaille beaucoup trop. Ouais, c'est ça qui te met dedans. Et donc en ce moment c'est combien? Beaucoup trop? En fait, c'est aussi les gens, c'est bien aussi pour les gens de se rendre compte de tout le taf qu'il y a derrière. Ouais, là en plus je suis à 6 jours sur 7, voire 7 sur 7, mais bon après le samedi je bosse pas non plus autant, mais disons que donc généralement je me fais du 7h midi
14h, 14h30. Moi, j'aime bien me faire une grosse pause le midi. Ouais. 14h, 14h30 et genre 19h. Ça peut m'arriver de rebosser le soir, etc. Mais en gros, parfois, je peux faire du 70 heures. Ouais, non, mais c'est des bonnes semaines. Parce que, Oui, bien sûr. Parce qu'il n'y a pas de magie. Donc, c'est quand même toi qui crée tes contenus. Et t'es tous les jours sur LinkedIn, t'as une newsletter par semaine. Ça prend du temps aussi de répondre aux commentaires, etc. Bien ça, sûr. c'est toi qui le fais toute seule. Ouais, tout à fait. Et je veux le garder. Okay. Parce que je veux le garder parce qu'en fait, je trouve ça chouette et je sais que ce sera... Voilà, il y a des choses qu'on peut pas totalement déléguer non plus. Ouais. Et tiens, j'avais posé cette question à Charles Elias, mais je le trouve intéressante. En pourcentage de temps, ta création et ta distribution de contenu, parce que poster et commenter sur LinkedIn, ça prend du temps aussi. Ça te prend combien de temps de produire et distribuer tout ton contenu? Charles Elias, c'est un homme de chiffres. Moi, je suis pas du tout une femme de chiffres. À peu près, quoi. J'en ai aucune idée. Alors, en gros, moi, je prépare tous mes posts le dimanche. Ça me prend 2 heures, même pas, pour 6 posts, tu vois, une newsletter, à peu près. J'ai l'avantage de charbonner. Hein. Moi, c'est l'avantage. En 2 heures, ta semaine qui est pliée. Ouais, newsletter et post. Ouais, exactement. Mais après, voilà, j'écris depuis 10 ans. Il faut se le rappeler aussi. C'est que moi, c'est facile pour moi parce que je vais rapidement. Et dedans, il y a un carrousel, un machin, un truc, etc. Parfois, ça me prend un peu moins de temps aussi. Donc ça, et puis après, je programme. Et puis, je passe à peu près... alors, le matin. Moi, je poste le matin. Donc, le matin, je passe 1 heure sur LinkedIn. En gros, j'ai un slot mon post, il part à 7h30 jusqu'à 8h30. Je suis là, je réponds aux commentaires, je commente, etc. Machin. Et après, je reviens de temps en temps sur LinkedIn le soir pour répondre à des commentaires. Mais par contre, je commande plus. C'est-à-dire que j'ai pu distribuer des commentaires chez les autres, etc. Moi, j'en distribue 5 le matin, après c'est terminé. Ok. Voilà. Et du coup, juste le soir, je me reconnecte. Par exemple, en fait, j'optimise vachement mon temps aussi. Quand je suis dans le métro, je suis sur LinkedIn et je réponds à mes commentaires. Ouais, tu réponds à tous les commentaires chez toi, mais après t'en distribues genre 5 chez les autres. C'est tout, pas plus. 3 à 5 par jour max, pas plus. Ouais, ok. Non, mais de toute manière, il n'y a pas de limite à ça. Hein. C'est un temps infini. Bien sûr. Ok. Non, mais trop intéressant. Un truc aussi que je voulais te demander, c'est qu'est-ce qui te fait aujourd'hui le plus peur et comment tu fais pour plus avoir peur? Qu'est-ce qui me fait le plus peur aujourd'hui? Comment je fais pour plus avoir peur? J'ai peur de moi. C'est-à-dire que j'ai peur de ne pas arrêter à arrêter. Et de continuer dans ce côté, prendre toujours plus de rendez-vous, toujours plus de trucs, de machins, etc. Voilà. Mais c'est ça qui me fait peur. C'est qu'en fait, jusqu'où je vais aller pour m'arrêter, tu vois. Parce que avant, j'ai l'impression d'avoir toujours le discours, tu vois, de ouais, non, mais c'est momentané, etc. Mais à chaque fois, chaque truc est momentané. Tu sais que j'ai un pote qui me dit toujours ça. Je me fais attaquer parce qu'il me dit toujours ouais, mais à chaque fois tu me dis que tu vas te calmer, puis en fait bah voilà, donc moi c'est ça qui me fait peur. Je me fais peur. Je me fais peur parce que je me connais. Donc et c'est le problème des travails passion. Ouais. C'est le problème des postes passion. C'est qu'en fait si tu te crames pas, tu as du mal à t'arrêter. Donc j'essaye de calmer un peu le jeu. Donc c'est ça qui me fait peur. Et comment je fais pour pas avoir peur? Bah très bonne question. Je pense que je vais travailler avec mon coach. Non, en fait, le truc, encore une fois, tu vois, moi, la peur ne me paralyse pas. Okay. Donc moi, c'est l'avantage que j'ai, c'est que j'ai peur, je le dis, mais ça m'empêchera pas de faire autre chose. Et ça me paralyserait pas, ça m'empêchera pas de déléguer, j'ai pas peur de déléguer, etc. Machin. Voilà, en fait, c'est... Et puis ce qui me fait peur aussi, c'est de planter ma boîte, tout simplement, tu vois, voilà, ça c'est une grosse peur, évidemment. C'est vrai, ça te fait toujours peur. Bien alors sûr. Que t'as une audience... Parce que, tu vois, tu plantes ta boîte, t'as rien construit comme audience, c'est un peu compliqué. Mais là, maintenant que t'as quand même une audience, c'est-à-dire que demain, tu relances un truc... Et tout le monde le sait en fait. Bah, pas tout le monde non plus, je suis pas non, Maria mais Carré. Ton audience. Voilà, mais... Non mais non, ok. On m'arrête pas dans la rue. Hein. Okay, ça m'est arrivé une fois là récemment. Ok, mais quand je dis tout le monde, t'as des dizaines de milliers de personnes quand même qui sont au courant. Si demain tu pivotes et tu lances une startup qui n'a rien à voir, en fait, t'as quand même une base de gens qui le savent et ça te fait quand même peur. Bien sûr. Comme je te dis, moi je pense que quand il y a pas de peur, il y a pas de care, tu vois. Enfin, il y a pas de... Je suis vraiment une connasse. Non, pas du tout. Vraiment les connasses qui parlent. On a dit pas d'autoflagellation. Non, mais c'est terrible. Hein. Non, mais oui, il y a ça aussi. Non, mais effectivement, en fait, je pense que quand t'as peur, c'est que tu tiens aux choses. Ouais. Donc, en vrai, c'est pas une peur qui encore une fois, c'est pas une peur qui me paralyse. Mais bien sûr que j'ai peur de planter ma boîte. J'ai peur de planter ma boîte, j'ai peur de pas réussir, j'ai peur d'embaucher.
Ça me fait grave peur, j'en ai besoin, je vais le faire. Je suis en train de faire des démarches pour faire des prêts bancaires, etc., machin, et prêts d'honneur, tout ce que tu veux, pour embaucher justement ma content manager, tu vois. Pas que pour elle, mais parce qu'en fait, moi, le gros le gros de mon entreprise, c'est du content. Donc le poste qui doit avoir du content, qui doit être ouvert, c'est du content, tu vois. Et avec Alma, on en a discuté, etc. Et voilà, tu vois. Donc je vais lui faire une proposition une fois que je pourrai. Mais ça me fait peur. Parce que ça me fait peur de ne pas avoir la trésorerie suffisante pour pouvoir la payer, pour pouvoir me payer, pour pouvoir payer tous mes prestats. Voilà, j'ai peur de ça. J'ai peur de manquer d'argent pour continuer comme ça. J'ai peur de ne pas réussir, en fait. Voilà, de ce dont j'ai peur. Merci pour ton honnêteté, c'est très clair et c'est aussi... Enfin, ça aide aussi à... Je pense que ça aide aussi parce que tout le monde partage un peu, je pense, cette peur. En tout cas, quand tu te lances, l'argent, au début, c'est une peur qui est bien partagée, quoi. S'il n'y a plus de quoi bouffer, on va faire autre chose. Mais ouais, embaucher quelqu'un, moi, ça me ferait flipper aussi. Je pense que c'est comme toutes les premières fois. En fait. Ouais, et pour l'instant, je choisis de rester complètement indépendant et solo. Mais ça, c'est un choix de vie aussi. Ouais. Qu'est-ce que tu penses du SMIC LinkedIn ? Beaucoup de gens en parlent, c'est les 10 000 balles par mois, 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Il y a un peu ce truc-là si t'as pas fait ça, t'as raté ta vie. Toi, t'en penses quoi de ça ? J'en pense qu'en fait, j'en ai un peu ras-le-bol des injonctions en général et que je vais pas dire qu'il y a des gens il y a sûrement des gens qui mentent, mais en fait le truc c'est qu'on n'a pas le nez dans les comptes des gens. Donc qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Les gens, il y a des gens qui vont faire semblant, il y a des gens qui vont le faire une fois et qui vont dire qu'ils le font tout le temps. Je sais pas quoi te dire. Moi je suis assez là tu vois, je t'ai partagé mon chiffre d'affaires en début d'épisode. Oui. C'est une des premières fois où je le fais de manière honnête. Enfin, parce que pas que je le faisais de manière malhonnête avant. Précisons. C'est la première fois que je le fais de manière transparente. Ouais. Parce qu'en fait, j'ai rien à prouver à personne. Et je m'en fous, en fait. Que tu me crois ou pas, c'est pas mon problème. Voilà. Et donc, en fait, pour moi, j'ai ce côté-là où je veux pas être dans le j'étale parce que j'ai besoin de me rassurer. J'ai besoin de me rassurer sur plein de trucs, mais pas celui-là. Donc, j'en pense rien. Je m'en fous. Qu'il le fasse ou pas, c'est pas mon problème. Et ça m'enlève rien. Voilà, c'est que j'ai rien contre les gens qui disent ce qu'ils font comme chiffre d'affaires sur LinkedIn. C'est juste un choix. C'est un positionnement. Soit tu le fais, soit tu le fais pas. Il y en a qui le font. J'ai rien contre les gens qui étalent leur chiffre d'affaires sur LinkedIn, mais moi, c'est pas mon truc. C'est juste ça. Ouais, je te posais la question parce que merci pour la réponse honnête. Parce qu'en fait, il y a un truc chiant, c'est que il est prouvé que quand tu parles d'argent, il y en a pas mal qui ont fait le test, quand tu parles d'argent, tu fais plus de ventes. Mais il y a un peu un truc où en fait les gens qui parlent d'argent, c'est bizarrement, c'est ceux qui ont atteint un certain palier. Les gens qui débutent et qui gagnent pas encore beaucoup, car ils parlent pas beaucoup d'argent. Donc il y a un peu ce truc-là de le chien qui se mord la queue, il faudrait être transparent et parler d'argent, parce que tu parles d'argent, tu gagnes de l'argent, tu as de la crédibilité, donc les gens vont plus te faire confiance. Et en même temps, tu parles d'argent que quand tu as commencé à gagner. Enfin, en tout cas, ceux qui le font, c'est plutôt ça. Et ils ont atteint un certain palier. Et donc, en fait, moi, c'est ça le truc qui me gêne un peu, c'est que c'est forcément pas la réalité de la majorité, quoi. C'est forcément quelqu'un qui a une étape et qui est passé par une étape avant. Non, mais surtout, en plus, il y a un moment où il faut un tout petit peu se rendre compte aussi. C'est qu'en fait, je vous invite à regarder les chiffres de l'INSEE. C'est que je crois je m'étais fait engueuler sur LinkedIn quand j'en avais parlé. J'avais fait un post sur les micro-entreprises, etc. Et en fait, alors, il faut prendre les chiffres dans leur ensemble. Il faut savoir qu'en fait, la micro-entreprise, tu as pratiquement un tiers des micro-entrepreneurs qui font à côté de leur job salarié. Ce qui fait qu'en fait, ça fausse un peu les chiffres dans le sens où si tu as un job salarié à côté, que tu fasses des mois à zéro en free, c'est pas si grave que ça. Donc, il y en a plein qui font des chiffres d'affaires à zéro. Mais il faut savoir que, je crois que c'était en 2021 ou peut-être 2020, je crois que le chiffre d'affaires moyen était de moins de 20 000 euros annuel. Donc, en fait, il y a ça aussi. Le salaire médian en France, il est de 2000 et quelques euros, en fait. Donc oui, je suis pas dans le genre à dire oui, faut penser aussi aux petites gens, machin, etc. C'est pas ça dans ce sens-là, c'est pour se rendre compte qu'en fait sur LinkedIn, on vit dans une putain de bulle. En fait, c'est vraiment des gens qui font 10 000 euros même de CA par mois en étant solo, c'est quand même rare en France, en fait. Donc je dis pas qu'il faut pas en parler parce qu'il faut penser aux personnes qui gagnent moins, etc. C'est pas ce que je dis. Parlez d'argent si vous en avez envie. Mais c'est juste, en fait, il faut pas prendre pour argent comptant tout ça parce qu'on est dans un microcosme. On est dans un microcosme entrepreneur, etc., etc.
entrepreneurs sur le web, mais des entrepreneurs, il y en a des tas, il y en a plein qui sont très contents aussi quand ils font 3 000 € de chiffre d'affaires par mois parce qu'aussi ça leur suffit. Donc c'est ça aussi, c'est qu'en fait moi je dis faites ce que vous voulez avec l'argent, dites-le, ne le dites pas, c'est votre problème, mais juste pas d'injonction. Pas d'injonction à dire il faut faire ça, si t'as pas fait ça t'es une merde, si t'as pas fait ça t'es nana, si tu te niches pas tu vas pas réussir. Voilà, tous ces trucs là, moi ça me saoule, les injonctions. C'est vraiment en fait il y a un moment, laissez les gens tranquilles. Foutez-leur la paix. On a touché du doigt. J'avais la question, qu'est-ce qui t'énerve le plus? Je pense qu'on le touche. C'est laquelle d'injonction qui t'énerve le plus? De se nicher. Ça, c'est vraiment le truc. Ah oui. Mais ça me terrifie parce qu'en fait, je ne suis pas anti-niche. Si tu as envie de te nicher, fair enough, vas-y. Mais je suis anti-injonction à se nicher parce qu'en fait, les injonctions à se nicher, c'est généralement si tu ne te niches pas, tu ne réussiras pas. Pour celles et ceux qui nous écoutent, se nicher veut dire se positionner sur une expertise, sur un segment très précis. Par exemple, je vais accompagner les gens que à écrire des posts sur LinkedIn ou que à faire des vidéos verticales sur TikTok. Voilà. Alors que j'accompagne les gens dans leur com sur TikTok, LinkedIn, c'est moins niché puisqu'on est plus général. Ou ça peut être aussi sur une cible, par exemple, je suis copywriter pour les boîtes à impact écologique. Voilà. Là, on est bien niché, voilà. Et en fait, pour moi, la niche, c'est si tu veux, vas-y. Si tu veux pas, n'y va pas. Et en fait, moi, je suis contre ces injonctions-là, et c'est ça qui m'énerve le plus, parce que généralement, ils vont te sortir, si tu fais pas ça, tu réussiras pas. Mais ça suffit, en fait, de mettre ça dans la tête des gens, parce que pourquoi ça m'énerve? Parce que j'ai eu des juniors au téléphone, quand je prenais plus de calls comme ça, etc., qui limite chialaient, en me disant mais moi je suis polyvalent et j'ai l'impression que je vais jamais réussir en indépendance parce qu'en fait on dit tout le monde dit qu'il faut se nicher et moi je veux pas me nicher. Qu'est-ce que je fais? Et c'est là où en fait il faut se rendre compte que vos conneries ça a de l'impact sur les gens. Les injonctions ça a de l'impact sur les gens. C'est comme les injonctions à la minceur ou à la beauté ou tout ce que tu veux. Les injonctions ont de l'impact chez les gens. Parce qu'en fait, sur LinkedIn, on a aussi des personnes qui sont un peu plus jeunes, etc., ou alors qui sont très jeunes dans l'entrepreneuriat et qui se rendent pas compte qu'en fait, il y a plein de façons de réussir. Et c'est dégueulasse de dire à des gens ouais, si tu fais pas ça, tu réussiras pas. Tu es qui pour dire ça? Vraiment. T'es qui? Non, mais c'est ça le mot de la fin, mais t'es qui? Non, mais moi avec face cam, ça c'est mon combat. C'est foutez la paix aux gens. Laissez-les tranquilles. Laissez-les faire ce qu'ils veulent. Et en fait, ça, et en plus, ça me fait marrer parce qu'en fait, je vois des gens qui criaient au fait de se nicher, qui maintenant se sont diversifiés parce qu'ils ont vu qu'à un moment, t'as un plafond que tu peux pas péter et qu'il faut se diversifier aussi. Après, voilà, c'est des choses qui, moi, c'est pas la niche en elle-même qui m'énerve, c'est le fait de l'injonction. Et dernière chose, je vous dirais, les gens qui vous vendent la niche absolue, c'est parce qu'ils ont une formation sur une niche. Voilà. Donc, ils font ça pour vous vendre des choses. Donc... On a remis l'église au milieu du village. Voilà, avec un regard caméra. Avant-dernière question, pour terminer, tiens, on était sur des trucs énervants. Qu'est-ce que tu penses des haters? J'en pense rien. Comment tu fais tu les gères? Comment tu fais? Alors, j'en ai fait un post récemment en fait sur LinkedIn en disant que, et d'ailleurs même avant ce podcast, c'était complètement par hasard. En fait, parce qu'il m'a envoyé des questions. J'envoie toujours une trame à mes invités. Je prends soin de mes invités. C'est très appréciable, mais j'ai pas révisé. Donc en fait, qu'est-ce que je pense des haters? Pas grand-chose, parce qu'en fait, notamment sur TikTok et Instagram, en fait, je vois que c'est de l'extrait de débilité. C'est de l'huile essentielle de débilité, vraiment. Hein, c'est vraiment toute la débilité. Tu la prends et vraiment tu la presses et ça fait une huile essentielle. Et ça, c'est les commentaires TikTok. Donc ça, j'en pense rien parce qu'en fait, si c'est pour me faire fustiger par des personnes qui juste me traitent de PUTE parce que je suis une femme et que je ne mets pas de jogging ou de ce que je veux pendant mes vidéos et que j'ai un corps et qu'en fait ouais, on peut le voir parfois parce qu'en fait il existe en fait. Donc me faire traiter de PUTE, je m'en fous. Même si ça me répugne profondément parce que c'est des trucs que tu verras jamais sous les vidéos d'un mec. Me dire que je suis une mytho, je m'en fous. Encore une fois, moi, j'ai rien à prouver à personne. La seule personne à qui j'ai approuvé des trucs, c'est moi-même. Donc, en vrai, ça, je m'en fous aussi. Moi, ce qui me chagrine, c'est que vraiment, t'as des gens qui se créent en fait une espèce de croisade contre des gens qui ne connaissent ni d'Adam ni d'Ève. Sur LinkedIn, t'as des grands quadras ou quinquas qui s'amusent à faire des posts sur des gens en disant « Ouais, il fait ça, etc. » T'as rien d'autre à faire. T'as pas une entreprise à gérer. En fait, moi, c'est ça aussi que je me dis, c'est que putain, mais en fait,
Qui a le temps pour ça ? Ouais, il y en a qui ont le temps. La vache ! Mais moi, c'est ce que je l'ai expliqué dans un post, c'est que j'avais eu un mec qui m'avait harcelé parce que il disait qu'en gros il fallait pas croire mes posts et mes vidéos parce que j'avais une société qui avait été fermée et que du coup j'étais pas légitime à prendre la parole, etc. Évidemment que j'ai une société qui est fermée, je suis passée d'une micro-entreprise à une agence, donc bien sûr qu'il faut la fermer, cette société. Et puis même avant, je crois que j'avais fait une erreur dans mon code API, je sais plus quoi là de Ah oui, moi aussi, mon code APE est mauvais. Je suis dans une prestation, moi je vends des prestations informatiques. Et je l'ai pas changé encore, faut que je le change ce code APE. Moi je crois que je m'étais tellement gouré j'avais dû fermer la société pour en réouvrir une. Okay, donc à la limite, si tu regardes sur société.com, il est possible que j'ai 2 micro-entreprises fermées. Et le mec m'avait harcelé et répondait à tous les gens qui répondaient sur mes vidéos, ouais, la croyez pas, etc. machin. Et en fait, et c'est une très bonne phrase de Caroline Mignot dans une de ses vidéos, c'est que généralement les haters les plus vénères comme ça, c'est des concurrents qui ont peur. Et en fait, le mec, j'ai cliqué sur son profil Insta parce que c'était sur Insta, j'ai regardé agence de com. Ok. Voilà. Et en fait, moche. C'est très laid. Et du coup, voilà ce que j'en pense. En fait, moi, j'en pense que c'est très triste. Moi, personnellement, quand il y a quelque chose qui me plaît pas ou même qui me met en colère, même quand je voyais des injonctions à la niche, etc., pas un seul moment, j'ai pensé à insulter la personne ou même à répondre. En fait, à partir du moment où je suis pas d'accord, où ça me saoule, bah, je passe mon chemin, je regarde pas, ou je unfollow, ou je masque le truc, etc. Tu vois, donc non, je pense que Internet en fait enlève beaucoup son humanité, et les gens pensent qu'en fait il y a personne derrière. Mais j'ai remarqué un autre truc sur les haters, c'est que parfois quand il y en a des un peu moins vénères, je leur réponds et genre je leur prouve qu'ils ont tort, et ils redeviennent mielleux tout de suite. Ah oui, il y avait quelqu'un derrière. En fait. Bah ouais, en fait, tu vois, et c'est ça. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se rendent pas compte que t'as des vraies personnes derrière, et puis t'as des gens qui sont profondément stupides aussi. Donc voilà, c'est pas. On passe son chemin. C'est difficile parfois, mais peut-être c'est le mieux. Ah oui, non, pour le coup, si t'as affaire à des haters un jour, tu bloques. Enfin, moi, c'est ce que je dis à chaque fois. C'est qu'en fait, déjà, on donne pas de confiture au cochon, et en plus, tu peux pas te subir ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quand même des mots violents. Même si moi, j'ai la peau dure, hein, parce que j'ai commencé ma carrière dans un magazine féminin et féministe. Hein. Donc, des haters, voilà, ça fait 10 ans que je m'en tape. Hein. Donc, même si j'avais pas une grosse communauté sur Mad, etc., mais voilà, on avait des commentaires sous nos vidéos, etc., tout ce que tu voulais. Mais il faut te préserver. Parce qu'en fait, c'est quand même des mots qui sont très durs parfois. Donc, tu bloques, en fait. Et en fait, c'est aussi une très bonne phrase de Caroline Mignot, je la cite aussi, c'est que la lumière, ça attire les cafards. Et moi, j'ai tendance à dire que les cafards attirent les cafards. Et depuis que j'ai commencé à cleaner mes commentaires sous TikTok et sous Insta, j'ai beaucoup moins de haters. Parce qu'en fait, t'as un premier qui arrive, qui dit de la merde, et il y en a un autre qui va voir, qui va être d'accord avec lui, donc il va renchérir. Comme ils sont pas très courageux, ils se disent « Ah, c'est bon, il y en a un qui l'a fait, je m'en go. » Effet de groupe, et du coup, en fait, moi, c'est simple. Vraiment, c'est la dictature sous mes commentaires. Tu fais une sortie de route, je te bloque. Okay. Et je supprime et je bloque directement parce qu'en fait, il y a un moment où ça commençait un petit peu à m'angoisser, où genre j'ouvrais TikTok et Insta et j'avais à la limite des palpitations de voir les commentaires, etc. Ouais, voilà. Et du coup, je me suis dit, ok, safe place. Je me crée ma safe place. J'en ai rien à foutre que ce soit la dictature chez WAM dans mes commentaires. Je bloque, etc. Machin. Ok. Donc voilà, je leur laisse plus la place. Surtout, ne pas donner de la confiture au cochon. C'est ça qu'on retient. Pour terminer sur une note plus positive, il y a quand même 3 personnes qui t'ont fait des petites passes décisives à la fin de ce podcast. C'est Mélissa, c'est Charles Elias et c'est Clément. Oui. J'espère que je ne me plante pas. Non, c'est bien eux. Et voilà, c'est la question de la passe D. C'est qui dans ton réseau qui a une bonne réputation pourrait venir partager ici et apporter de la valeur à l'audience de ce podcast? Alors, moi, j'aurais tendance à te dire Lucas Baldinger, déjà. La Baldinge, comme j'aime à l'appeler. Il est sur un autre segment en plus qui peut être intéressant pour toi, le côté plus sales, prospection, high ticket, etc. Donc, et en plus, il est à Paris, donc très pratique. Parfait, merci pour la super passe D. Quel est le meilleur moyen de te suivre ou de te joindre?
Alors me joindre, On a compris que ça rentrait plus. il y a une feuille contact sur mon site, juliettecadeau.com. Mais non, si vous voulez qu'on bosse ensemble, évidemment, vous pouvez m'écrire plutôt sur LinkedIn et je répondrai plus facilement. Ou via la page contact de mon site aussi, ça fonctionne bien. Mais sinon, vous pouvez me suivre avec plaisir sur Insta, sur TikTok, sur LinkedIn, sur ma newsletter. Je m'appelle Juliette Cadeau, CADOT, donc comme un cadeau mais mal écrit. Et du coup, voilà, c'est là où vous pouvez me retrouver. Merci beaucoup Juliette. Merci. Salut Trop Mathieu. cool.